Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre journal d'information et d'analyse. Bienvenue à Inside News RDC. Un dialogue national a été annoncé il y a 7 jours et ce soir, aucun Congolais ne peut encore dire qui aura le droit de s'y asseoir. Ni le commerçant de Bunia qui attend que l'État revienne, ni la maire de Goma qui a enterré les siens, ni le fonctionnaire de Kinshasa qui paie ses factures pendant qu'on discute du périmètre. La table existe. La liste des convives, personne ne l'a écrite. Merci à vous qui nous rejoignez ce soir, de Kinshasa à Bunia, de Kisangani à Butembo, et merci à celles et ceux qui nous écoutent depuis l'étranger, ceux dont les messages arrivent souvent avant même que nous ayons fini de parler. Moutos Luanu nous a écrit que ce dialogue porte 3 problématiques, l'intérieur, la régionale et l'internationale. Guylaine Kaimdo nous a écrit autre chose et sa voix ouvrira tout à l'heure un moment que nous avons promis à la nation mercredi. Ce soir, une seule ligne traverse cette édition. Le périmètre, qui le fixe, où il se fixe et pour qui. Le dialogue, d'abord, avec la doctrine la plus complète qu'un membre du présidium de l'Union sacrée ait livrée à ce jour, et le silence calculé de ceux qui pèsent le plus dans cette majorité. Ensuite, la lenteur américaine, 1 an après des accords qui devaient tout régler. Enfin, ce que nous avons signé mercredi à Luanda sur un morceau d'océan, et ce que cette signature laisse dehors. Julia, commençons par une phrase que Lambert Mende a prononcée cette semaine et qui contient tout le débat congolais de ce mois de juillet. L'inclusivité n'est pas l'unanimité. Bonsoir à toutes et à tous. Le 17 juillet, à la Cité de l'Union africaine, Félix Tshisekedi annonce un dialogue national inclusif, apaisé et résolument républicain, et confie à la Conférence épiscopale nationale du Congo et à l'Église du Christ au Congo la mission d'en amorcer les consultations. 7 jours plus tard, aucune ordonnance n'a fixé les critères d'entrée. Ce vide n'est pas neutre, et il se remplit d'autres choses. Cette doctrine a été énoncée cette semaine par Lambert Mende, membre du Présidium de l'Union sacrée, ancien porte-parole du gouvernement pendant 12 ans. Sa position tient en une distinction qu'il faut entendre précisément. Le chef de l'État, dit-il, n'a exclu personne. Il a posé une condition. Selon Mende, l'appartenance à l'AFC M23 ou au mouvement Sauvons le Congo n'exclut pas en soi. Ce qui exclut, c'est le refus de rompre avec Kigali et de condamner les massacres. Il fonde cette exigence sur un point précis, les sanctions prises par le Conseil de sécurité contre des personnes physiques, qu'il qualifie de faits pénals établis. Et il ajoute, en juriste, que la responsabilité pénale est individuelle, qu'aucune appartenance à un groupe ne fait de quelqu'un un criminel tant qu'un juge ne l'a pas établi. De cette architecture découle une seconde affirmation, plus lourde. Interrogé sur la place de la coalition rebelle, Mende avance que l'AFC M23 et Sauvons le Congo ne sont pas des belligérants. Selon lui, la guerre a 2 pôles, la République démocratique du Congo agressée et le régime rwandais agresseur. Et la part proprement congolaise de la rébellion est infinitésimale. Cette formule n'est pas un jugement de valeur, c'est une clé de lecture. Si ces mouvements ne sont que des supplétifs, alors les asseoir à la table ne règlent rien, puisque la décision se prend ailleurs. L'exclusion cesse d'être une punition, elle devient une conclusion logique. 5 verrous encadrent désormais cette table. La Constitution est déclarée hors du champ, le dialogue devant se tenir dans le strict respect des textes en vigueur. La rupture, avec ce que Kinshasa qualifie d'agression, est un préalable d'entrée. Il n'y aura ni amnistie, ni effacement des dossiers judiciaires ouverts pour les crimes commis à l'Est. Il n'y aura pas de partage de postes. Le modèle de Sun City en 2002 est explicitement écarté. Et il n'y aura pas d'intégration de combattants dans l'armée. Ce volet étant renvoyé à Doha et à Washington. Ce périmètre produit un effet que personne à Kinshasa n'a encore nommé. Le pouvoir s'appuie sur les sanctions onusiennes pour tenir l'AFC M23 hors de la salle. Or, le 21 juillet à Genève, des experts indépendants des Nations Unies décrivaient dans les territoires tenus par cette même coalition un système de contrôle fondé sur la peur, avec arrestations arbitraires, torture,
violences sexuelles et travail forcé, et appelait à une relance urgente du cessez-le-feu. La même institution fournit donc à la fois le titre juridique de l'exclusion et l'appel à parler à ceux qu'elle accuse. Il n'y a là aucune contradiction imputée à quiconque, seulement 2 documents onusiens du même mois qui ne mènent pas au même endroit. Reste un silence, et il est assourdissant. Depuis l'annonce, l'opposition a posé ses conditions. Les églises ont défendu leur médiation. Le porte-parole du gouvernement a cadré le processus. Les poids lourds de l'Union sacrée, eux, n'ont pas porté ce dialogue. Ni Jean-Pierre Bemba, ni Vital Kamerhe. Ce silence a un antécédent qui porte un nom. Modeste Bahati Lukwebo, patron de l'AFDCA, qui s'est prononcé contre le changement de constitution et a posé le retrait des troupes rwandaises comme préalable à tout dialogue. Une pétition a circulé contre lui. Le bureau du Sénat s'est désolidarisé. Des sénateurs de son propre groupe l'ont désavoué et il a quitté la 2e vice-présidence du Sénat. L'arithmétique éclaire ce mutisme mieux qu'un communiqué. Si une constitution autorisant 2 mandats de 7 ans venait à passer, le chef de l'État pourrait en théorie se maintenir jusqu'en 2042. À cette date, Vital Kamerhe aurait 83 ans, Jean-Pierre Bemba 80. Soutenir la révision, c'est signer l'effacement de sa propre ambition. S'y opposer, c'est le sort de Bahati. Le mécanisme se répète d'un baron à l'autre, et il est documenté. En décembre 2024, sur Top Convo, Jean-Pierre Bemba nuance en demandant qui a parlé de changement quand il n'est question que de révision. Dès le lendemain, le MLC publie un communiqué de soutien total à l'initiative présidentielle visant la révision ou le changement. Chez Vital Kamerhe, c'est son frère Didier, cadre de l'UNC, qui dit tout haut que les défauts du texte n'empêchent ni de reprendre Bunagana, ni d'instaurer l'état de droit. Quelques mois plus tard, un communiqué signé de Vital Kamerhe lui-même juge la modernisation de la Constitution nécessaire. Il faut porter au crédit de cette séquence ce qu'elle a produit de réel. Le 17 juillet, la médiation a été confiée à la CENCO et à l'ECC. Et cette médiation a fonctionné. C'est à leur demande que la Coalition pour l'article 64 a reporté sa marche du 22 juillet. Une rue qui ne descend pas, dans ce pays et par ces temps, n'est pas rien. Le pouvoir fixe le périmètre. Les églises fixent le calendrier. Ceux qui pèsent se taisent. Merci, Julia. Retenons ceci pour nos concitoyens. Une table dont les 5 bords sont posés. Une condition d'entrée fondée sur des sanctions internationales. Et une majorité dont les hommes forts n'ont rien dit. Les bords de la table, eux, se dessinent sans que personne les ait écrits. Et puisque nous parlons de ceux qui se taisent, il est temps de donner la parole à ceux qu'on n'entend jamais. Mercredi, dans cette édition, nous avons posé 5 questions à la nation sur ce dialogue. Nous avons livré hier les premières réponses. En voici d'autres, et je vais les porter telles qu'elles nous sont parvenues, sans les arrondir. Ghislaine Kaindo écrit ceci. La Constitution doit être changée. Ceux qui ont pris les armes ne doivent jamais participer au dialogue. Et dans sa famille, à Goma comme à Beni, elle totalise 35 morts. Elle demande qu'avant toute table, on ressuscite les siens et qu'on prenne en charge les 25 orphelins que ces morts ont laissés. Cette exigence est impossible à satisfaire, et c'est précisément ce qui la rend redoutable. Aucun dialogue au monde ne rend à mort. La question qu'elle pose au pays est donc celle-ci. Que peut produire une table de négociation qui compte, réellement, pour quelqu'un qui a enterré 35 personnes et qui nourrit 25 enfants? Tant que personne ne répond à cela, le dialogue restera pour elle une conversation entre gens qui n'ont rien perdu. Emma Musengo prend un autre chemin pour arriver au même refus. Elle ne veut pas la guerre, elle veut la paix, mais elle tient les opposants pour complices de ceux qui tuent les Congolais et estime qu'ils devraient être punis et condamnés. Cette position mérite d'être entendue pour ce qu'elle est, une thèse politique largement partagée dans le pays et non un emportement. Elle pose une difficulté concrète que le pouvoir lui-même n'a pas résolue. Si l'on exclut ceux qui ont pris les armes et que l'on suspecte ceux qui font de la politique, il ne reste autour de la table que ceux qui y sont déjà. Mwimbo Makodinga, lui, ne parle pas des rebelles. Il parle du chef de l'État. Il rappelle que Félix Tshisekedi, lorsqu'il était dans l'opposition, affirmait que la RDC n'avait pas un problème de constitution pour faire partir Joseph Kabila.
et il demande pourquoi, aujourd'hui qu'il s'agit de partir, ce même texte devient un problème. Ce n'est pas une accusation, c'est une mise en regard de deux déclarations d'un même homme à deux moments de sa trajectoire. Malthus Luanu apporte la seule architecture complète que nous ayons reçue. Selon lui, ce dialogue porte trois problématiques, une intérieure, une régionale et une internationale. Et il faut négocier dans toutes ces dimensions pour obtenir une paix durable. Il a raison sur un point que les 5 lignes rouges confirment sans le vouloir. Le volet militaire est renvoyé à Doha et à Washington, donc la table de Kinshasa ne traite qu'une des 3 dimensions. Un dialogue qui règle la dimension intérieure pendant que le régional et l'international se traitent ailleurs n'est pas un dialogue national, c'est un tiers de solution. 3 autres contributions ne sont parvenues par écrit. Maître Christelle Mwemba, avocate spécialiste de droit constitutionnel, relève que 3 voix qui n'ont rien en commun arrivent à la même conclusion, que la Constitution serait devenue un obstacle qu'il faut lever, mais qu'aucune des 3 ne dit au nom de qui elle doit l'être. Didier Mbayo, militant de la coalition Article 64, maintient l'exigence de départ de sa coalition. Aucune levée de l'ultimatum du 15 août sans engagement clair du président à abandonner tout projet de révision constitutionnelle et considère que Nanga, en souhaitant publiquement voir Joseph Kabila prendre la tête de son mouvement, a établi en une phrase ce que 3 ans d'accusations gouvernementales n'avaient pas réussi à démontrer. Grace Mutombo, du mouvement citoyen Lucha, ferme cette séquence par le constat le plus dur. 1 an après l'accord de Washington, ni le retrait rwandais, ni la neutralisation des FDLR n'ont eu lieu. Et pendant ce temps, on discute à Kinshasa d'une constitution que la majorité de la population n'a jamais réclamé de changer. Vous êtes 7 ce soir à avoir écrit, et nous vous devons davantage qu'un relais. Voici ce que nous en retenons, simplement. Vous êtes profondément divisés sur la Constitution. Ghislaine Kaimdo veut qu'on la change. Mwimbo Makudinga et Grace Mutombo ne veulent pas qu'on y touche. Didier Mbayo en fait une condition de sortie de crise. Cette division est la vraie carte politique du pays, et elle mérite d'être dite. Sur ce point, il n'existe aucun consensus convolé à invoquer, ni dans un sens, ni dans l'autre. Quiconque prétendra parler au nom du peuple sur la Constitution parlera au nom d'une partie du peuple seulement. En revanche, vous convergez sur un point, et cette convergence est massive. Aucun d'entre vous, pas un seul, m'a écrit que ce dialogue réglerait la guerre. Vous acceptez la table, vous discutez de ses bords, mais aucun ne croit qu'elle arrête ce qui se passe à l'Est. Et vous avez, pour ne pas y croire, une raison qui ne tient pas au pessimisme. Le 5e verrou posé par le pouvoir sort lui-même le volet militaire de cette table. Vous ne doutez pas du dialogue, vous lisez ce qu'il s'interdit de traiter. Notre position, puisque nous vous la buvons, est celle-ci. Un dialogue politique interne est légitime et nécessaire, et il n'a jamais eu vocation à arrêter une guerre. Le danger n'est pas qu'il se tienne. Le danger est qu'on le présente à la nation comme la solution à un conflit qu'il n'a pas le mandat de traiter, et qu'on demande ensuite à Ghislaine Kaindo d'attendre que la table produise ce que la table ne peut pas produire. Vous nous avez répondu. Nous vous devions notre lecture. La voici. Et elle vous appartient maintenant autant qu'à nous. Elle nous conduit tout droit vers ceux qui ont signé l'accord de Washington et qui, ce jeudi, ont repris la parole. Il y a des colères qui arrivent trop tard pour être crédibles. Jeudi, à New York, la représentante adjointe des États-Unis auprès des Nations Unies a haussé le ton sur l'Est de notre pays. Nicheline a écouté cette déclaration et a regardé le calendrier. Bonsoir à toutes et à tous. Jeudi 23 juillet, devant le Conseil de sécurité, Tammy Bruce, représentante adjointe des États-Unis auprès des Nations Unies, a déclaré que son pays n'hésiterait pas à exiger des comptes de ceux qui compromettent la paix. Elle a cité en preuve les sanctions imposées le mois dernier et celles de mars, et réaffirmé l'attachement de l'administration américaine à la mise en œuvre des accords ainsi qu'au processus de Doha. Reprenons ce calendrier dans l'ordre, parce qu'il dit tout. Des accords sont signés à Washington entre les présidents congolais et rwandais. 1 an passe. Des sanctions tombent en mars sans effet visible sur le terrain. D'autres tombent le mois dernier sans effet davantage. Et jeudi,
le même instrument est brandi une troisième fois comme une nouveauté. Selon plusieurs bilans, environ un tiers seulement des tâches prévues par le texte a connu un début d'application. Les retraits de troupes traînent, les violations se répètent, et Kinshasa accuse Kigali de maintenir son appui au M23, pendant que les mesures visant les FDLR avancent difficilement. Notre pays connaît cette mécanique depuis longtemps, et pas seulement avec Washington. À chaque régime, depuis les accords de Lusaka en 1999 jusqu'aux processus régionaux successifs, un texte a été signé, un calendrier a été fixé, et l'exécution a été laissée à la bonne volonté de celui qui avait le moins intérêt à l'exécuter. Ce qui change aujourd'hui n'est pas la nature de l'engagement, c'est le fait que le garant lui-même reconnaisse à demi-mot qu'il n'a pas obtenu ce qu'il avait promis d'obtenir. Le même jour, dans la même salle, sous une présidence congolaise assurée par notre ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikomba Wagner. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a tenu un tout autre discours. Il a rappelé que la charte demeure, selon lui, le meilleur espoir de paix pour l'humanité. Exhorter les États à utiliser pleinement les instruments du chapitre 6, la négociation, l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, et déclarer que la meilleure voie vers la paix passe par le compromis et la recherche d'un terrain d'entente. Il a ajouté que ce sont les civils qui paient le plus lourd tribut quand les partis privilégient les solutions militaires aux règlements négociés. Ce vocabulaire décrit parfaitement un différend entre deux États qui se reconnaissent comme partis et cherchent un accord. Il décrit mal ce que vit l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Notre pays a fait le compromis. Il a signé à Washington. Il a envoyé des délégations à Doha. Et pendant qu'il signait, il reculait. Quand une partie a déjà accepté toutes les procédures recommandées et perd quand même du terrain, ce n'est plus l'esprit de compromis qui manque, c'est l'application des décisions déjà prises. L'asymétrie se voit d'ailleurs dans les mots eux-mêmes. Et notre chercheuse en relations internationales, Solange Kabeya, l'a relevé avec une précision qui mérite d'être portée ici. Dans cette même enceinte, Washington nomme l'or soudanais, les drones, les combattants étrangers, les sanctions. Sur notre pays, le vocabulaire glisse vers le partenariat et le corridor lorsqu'il s'agit du coltan. Il a fallu que ce soit la France qui nomme Roubaïa à notre place. Là où un conflit africain a droit au lexique du crime, le nôtre a droit au lexique du commerce. Le professeur Aimé Kasongo, économiste, ajoute une réserve qui vise cette fois notre propre État. Ce que la diplomatie congolaise a obtenu au Conseil de sécurité est réel et ne s'efface pas d'un procès-verbal. Mais il s'interroge sur la hiérarchie des priorités, notant que le chef de l'État n'a pas présidé en personne ce rendez-vous que sa propre diplomatie avait inscrit à l'agenda du monde, sans qu'aucun motif n'ait été rendu public. Une bataille de vocabulaire gagnée à New York pendant que le terrain recule, dit-il, n'est pas une victoire mais un sursis rhétorique. Les États-Unis promettent d'exiger des comptes. Ils sont depuis 1 an les mieux placés pour savoir à qui les demander, puisqu'ils ont eux-mêmes fait signer le texte. Merci, Micheline. Un garant qui menace 1 an après. Un secrétaire général qui recommande le compromis à un pays qu'il a déjà accepté. Et nos minerais qui, dans le vocabulaire des puissants, restent une affaire de commerce. Retenons ceci pour nos concitoyens. Quand ce sont les autres qui écrivent les mots avec lesquels notre guerre a le droit d'être décrite, ils écrivent aussi, sans le dire, ce que nous pouvons réclamer. Cela valait pour ce qui se passe dans nos collines. Cela vaut aussi, et depuis bien plus longtemps, pour ce qui se passe au large de nos côtes, là où aucune caméra ne va jamais. 37 km. C'est la longueur de notre façade sur l'Atlantique. Et c'est par là que passe le dossier dont je vais vous parler maintenant. Mercredi, à Luanda, la ministre d'État aux hydrocarbures, Acacia Bandoubola Mbongo, a signé avec son homologue angolais, Diamantino Pedro Azevedo, l'avenant au contrat de partage de production régissant la zone maritime d'intérêt commun. L'accompagnait Antoine Gonda Mangalibi, ambassadeur itinérant du chef de l'État. Cet avenant finalise les ajustements administratifs, financiers et juridiques nécessaires à l'opérationnalisation du contrat et ouvre la voie à l'exploitation effective.
La ministre a présenté cette signature comme l'expression d'une volonté politique partagée entre deux chefs d'État. La RDC a désigné ses représentants à la commission interministérielle du comité de direction et à la commission de suivi et de gestion du compte conjoint. Ce qui est signé mérite d'être dit avec exactitude, parce que la fierté nationale s'y engage. La zone porte sur le bloc dit 1423, situé au large du Congo central et de Cabinda, à cheval sur la frontière maritime. Chevron en est l'opérateur. Les revenus attendus pour les deux États sont estimés à 5,560 milliards de dollars sur la durée de vie du projet. Partagée à parts égales, la part congolaise étant chiffrée à environ 2,780 milliards sur 20 ans. Cela représente en moyenne 139 millions de dollars par an. Cet argent est réel et il entrera. Ce qui n'est pas signé mérite d'être dit avec la même exactitude. Notre pays dispose de 37 km de côte, un couloir hérité du découpage de Berlin en 1885, coincé entre l'Angola et son enclave de Cabinda. Cette côte est concave, prise entre deux convexités angolaises. Appliquée à une telle géométrie, la règle de l'équidistance stricte fait converger les lignes de délimitation vers le large et referme notre projection maritime en triangle. C'est précisément dans l'espace ainsi amputé que se trouvent les gisements les plus riches. La jurisprudence internationale, depuis l'affaire du plateau continental de la mer du Nord en 1969, admet qu'une géométrie ne doit pas créer d'iniquité manifeste. Et l'article 74 de la Convention sur le droit de la mer impose une solution équitable. Le 7 mai 2009, notre Parlement adopte une loi portant délimitation des espaces maritimes. Le 11 mai 2009, la RDC dépose auprès de la Commission des limites du plateau continental des Nations Unies un dossier revendiquant l'extension de son plateau au-delà des 200 000 marins. Ce dossier n'a jamais été retiré. Il n'a jamais non plus été poussé. 17 ans plus tard, il dort à New York. Ce silence est un fait, et l'auditeur a le droit de savoir qu'il existe. La réponse à ce dépôt fut immédiate. Luanda qualifia l'initiative d'acte inamical, et dans les mois qui suivirent, environ 32 000 Congolais furent expulsés d'Angola. Notre pays expulsant en retour environ 18 000 Angolais. Le message avait été reçu. Pour comprendre pourquoi Kinshasa n'a pas insisté, il faut remonter au 2 août 1998. Une rébellion éclate à l'est. Le 4 août, des forces rwandaises et ougandaises attaquent la base de Kitona. À l'ouest, par avion détourné. Le 22 août, une force angolaise entre au Congo et reprend Kitona le lendemain. Il est largement admis que le régime de Laurent Désiré Kabila n'aurait pas survécu sans cette intervention. Depuis ce jour, la revendication maritime congolaise est devenue la variable d'ajustement d'une protection dont nous avions besoin. Aucun traité ne dit cela. Les faits l'écrivent seuls. Cette logique n'a pas cessé avec l'accord de 2007, créant la zone d'intérêt commun. Elle continue aujourd'hui sous une autre pression. L'Angola a présidé le processus de Luanda et servi de médiateur régional face à Kigali. Nous avons besoin de Luanda à l'est. Et à l'ouest, nous signons la carte que Luanda propose. Il faut reconnaître ce que ce choix a de défendable. Le pétrole n'attend pas. Les réserves s'épuisent et une victoire juridique obtenue dans 10 ou 15 ans porterait sur des puits déjà vides. Capter une faction maintenant vaut mieux qu'un droit intégral sur du vide. Ce réalisme est réel et il est probablement ce qui a guidé la main qui a signé mercredi. Ce dossier ne tient pas en quelques minutes de journal et nous ne prétendrons pas ce soir vous en avoir donné de fond. Nous l'avons ouvert en entier il y a des mois, dans une émission d'analyse intitulée « La dette de sang », ce que la RDC sacrifie dans l'Atlantique, disponible sur notre site depuis le 18 décembre 2025. Vous y trouverez la carte, les blocs, les montants et l'histoire qui explique pourquoi Kinshasa se tait depuis 25 ans. Si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment au large de nos côtes, c'est là qu'il faut aller. Reste le prix. 139 millions par an, quand notre budget national approche les 17 milliards de dollars et que le pays reste dépendant de l'aide extérieure. Sur ce dossier, la République n'a pas perdu une bataille. Elle a accepté un périmètre. Le 15 août dira ce que vaut celui du dialogue. Pour celui de l'Atlantique, aucune date n'a jamais été fixée
Et c'est bien le problème. Cette carte-là s'est dessinée à Luanda. D'autres se dessinent ailleurs et rarement devant nous. Une enveloppe, c'est tout ce que la nation saura ce soir de ce qui s'est joué jeudi en Afrique du Sud. Dans les Union Buildings à Pretoria, le ministre de l'intégration régionale, Floribert Anzuloni, notre pigeon voyageur, a remis au président Cyril Ramaphosa un message qualifié de spécial et confidentiel de Félix Tshisekedi, en présence du ministre sud-africain des Relations internationales, Ronald Lamola. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales et sur la sécurité dans l'Est. Et comme d'habitude, à l'issue de la rencontre, aucune déclaration n'a été faite sur le contenu, rien n'a filtré. C'est la 6e capitale de cet homme en une quinzaine de jours. Jusqu'ici, il portait des messages dont on connaissait au moins l'objet. Cette fois, il porte un pli dont nous ne savons rien, dans un pays membre de la SADC. Quelques semaines après que Cyril Ramaphosa est venu chez nous comme champion de l'Union africaine pour la riposte contre les épidémies. Le silence sur le contenu est, ce soir, la seule information dont nous disposions, et nous vous la donnons pour ce qu'elle est. Mais un autre chiffre est tombé jeudi, et celui-là non plus n'a été annoncé par personne. Selon le rapport de situation publié par nos autorités sanitaires, donné arrêté au 21 juillet, l'épidémie de maladie à virus Ebola a franchi le seuil des 1000 morts. 1033 décès, 2536 cas confirmés, 506 personnes guéries, 738 encore en isolement. L'Organisation mondiale de la santé, dans un point arrêté au 20 juillet, retient de son côté 999 décès pour 2473 cas. Nous retenons la série nationale plus récente. Jeudi, la première ministre Judith Suminwa Tuluka était à Kisangani puis à Bunia. Elle a annoncé que le gouvernement a débloqué 50 millions de dollars pour la riposte, en complément d'environ 1 milliard mobilisé par les partenaires. Elle a demandé que le nouveau laboratoire provincial de la Chopo soit opérationnel d'ici une semaine, afin que les analyses cessent de dépendre de l'INRB de Kinshasa. Depuis Bunia, Adélar Lufongbola, chef des opérations de la Coordination nationale de la riposte, a indiqué que la courbe des notifications entre dans une phase de plateau avec une légère tendance à la baisse, tout en précisant qu'il est trop tôt pour affirmer que le pic est atteint. 1033. Ce n'est pas une statistique. C'est une ville qui a disparu par petits morceaux, maison après maison, pendant que nous parlions d'autre chose. Voilà où nous en sommes ce vendredi soir. Un dialogue dont les 5 bords sont posés et dont la liste des convives n'est toujours pas écrite, avec une doctrine énoncée par Lambert Mende qui fonde l'exclusion sur les sanctions du Conseil de sécurité et un silence des poids lourds de l'Union sacrée que l'échéance de 2042 explique mieux qu'aucun communiqué. Une menace américaine de sanctions formulée à New York par Tammy Bruce 1 an après des accords appliqués à un tiers. Et un avenant signé mercredi à Luanda par Acacia Bandubola sur 139 millions de dollars par an, pendant qu'un dossier déposé aux Nations Unies le 11 mai 2009 attend toujours d'être examiné. Alors laissez-moi vous laisser sur ceci. Un pays ne perd jamais sa souveraineté d'un seul coup. Il la perd par périmètre. Un morceau d'océan qu'on renonce à réclamer parce qu'on a besoin du voisin. Une table dont on accepte que d'autres dessinent les bords parce qu'on a besoin d'une médiation. Un vocabulaire qu'on laisse écrire par ceux qui achètent nos minerais parce qu'on a besoin de leur signature. Chacun de ces renoncements se justifie séparément. C'est leur addition qui finit par s'appeler autrement. Toutes nos productions restent disponibles sur la chaîne, à l'heure qui vous convient. Je confie les éditions du week-end à ma consoeur Ilunga. Que la paix habite nos foyers, que Dieu garde notre pays et chacun d'entre vous. C'était Nathalie pour Inside News RDC. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours